C'est une exposition donc, qui parle des cétacés, c'est-à-dire les cétacés à dents et les cétacés à fanon, qu'on appelle souvent baleines pour les cétacés à fanon. Et puis les cétacés à dents, ce sont les dauphins, les marsouins, le narval. Enfin, il y a beaucoup d'espèces en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait peu. Donc un des objectifs de cette exposition d'ailleurs, c'est de montrer cette diversité des cétacés. Il y a à peu près 80 espèces de cétacés. Et donc on a voulu faire une sorte de synthèse pluridisciplinaire sur ces animaux. Donc on va à la fois évoquer leurs ancêtres, mais aussi leurs différentes adaptations au milieu aquatique, et puis leur rapport avec l'homme, qui ont été des rapports un petit peu ambigus, un petit peu conflictuels. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ce sont un peu des emblèmes des espèces menacées, menacées notamment par les pollutions, les différents types de pollution. Et ça, c'est un aspect qu'on verra à la fin de l'exposition. C'est tout un espace qui est consacré à l'adaptation au milieu aquatique de ces cétacés. Donc, ce sont des animaux qui sont des mammifères comme nous. Et donc, on va expliquer en quoi ils se sont adaptés au milieu aquatique. Les premiers cétacés qu'on connaît, ce sont des bêtes qui ont 50 millions d'années, donc, qui étaient des animaux terrestres. Coureurs avec des pattes quasiment des pattes de gazelle ou d'antilope, avec un long museau quand même, et qui vivaient en bordure de rivières et qui étaient capables de rentrer dans l'eau de temps en temps, peut-être de nager un petit peu, soit on peut y rentrer dans l'eau pour compléter leur alimentation par quelques crustacés, quelques petits poissons, etc. Ou peut-être aussi pour se protéger des rayons du soleil, si c'était dans des régions trop chaudes, trop exposées, comme le font les hippopotames qui ont une peau très fragile. On peut très bien imaginer qu'ils se protégeaient dans l'eau, qu'ils restaient. D'ailleurs, justement, ce premier cétacé connu, Pachycétus, qui vient du Pakistan, Pachycétus, le cétacé du Pakistan, cette bête a les orbites situées sur le dessus du crâne, ce qui fait qu'il pouvait être pratiquement totalement dans l'eau, et avoir juste regardé, comme les hippopotames, regarder ce qui se passe hors de l'eau. Donc ce serait une adaptation à leur milieu qui poussait ces mammifères à retourner dans l'eau, si on peut dire. Bien entendu, c'est-à-dire, on peut imaginer plein de raisons qui auraient poussé des mammifères terrestres à retourner dans le milieu aquatique, à s'adapter au milieu aquatique. Soit des raisons alimentaires, on peut très bien imaginer que des animaux... Les cétacés ont leur origine dans un groupe de mammifères qui est essentiellement végétarien, herbivore. Soit ces animaux qui passent dans le régime alimentaire, passent petit à petit d'un régime végétarien à un régime carnivore. Les cétacés sont carnivores. Vous avez au début des bêtes relativement omnivores et sur la terre ferme, trouvant moins de nourriture pour X raisons, sont poussées à rentrer dans l'eau pour compléter leur régime alimentaire. Soit ce que je vous disais tout à l'heure, pour se protéger d'un environnement peut-être défavorable, comme les rayons ultraviolets du soleil, et donc dans l'eau, ils sont protégés. Donc il y a plein de raisons, mais on peut imaginer ces deux-là, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Les cétacés ont une multiplication du nombre de phalanges. Normalement, nos doigts ont 3 phalanges, tous sauf le pouce où il n'y en a que 2. Et là, vous voyez par exemple ce doigt-là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, on a 1, 2, 3, 4. Il y a une multiplication du nombre de phalanges, donc là il y en a bien 3, et là il y en a 2. Comme le pouce. Mais si vous voyez, il y en a d'autres, on en voit où il y en a encore plus là-bas. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phalanges. Donc on a vraiment un besoin d'avoir vraiment une palette, quelque chose qui permette de bien réagir. Donc il faut augmenter la surface et de façon à avoir une meilleure réaction dans l'eau. Voilà. Donc ça, c'est très caractéristique des cétacés. En fait, c'est caractéristique de beaucoup d'animaux adaptés à la vie aquatique. Quand on voit les tortues, le membre est transformé en palette natatoire, et donc il y en a beaucoup comme ça. Donc là, on est dans un espace, l'espace central, qui va être plutôt consacré à l'alimentation de ces cétacés. Donc une alimentation qui diffère entre les cétacés à fanon et les cétacés à dents. Donc on va montrer ça à travers des grandes projections, à travers aussi cet espace qui pour le moment est vide, mais bientôt on aura des têtes de cétacés échellins qui vont émerger de cette eau. Ce sont des sculptures qui ont été réalisées en interne et qui ont été réalisées aussi par un prestataire extérieur. Et donc on aura notamment une tête de baleine franche échellin, donc qui fait 5 mètres de long, gueule ouverte. Donc ça permettra
de bien se rendre compte et de la taille et de la façon de s'alimenter de ces animaux. J'ai eu en charge la sculpture de 3 têtes de cétacés, un narval, un cachalot pygmée et un mésoplodon de Layard, qui est celui-ci. Quelle est la principale difficulté justement dans le... La principale difficulté, c'est qu'on n'a pas de l'animal, on ne peut pas avoir accès à l'animal lui-même pour le sculpter, donc on se réfère à des photographies de plus ou moins bonne qualité, vous pouvez voir par vous-même. Et nous faisons des silhouettes comme ça, avec un système de petits carreaux qui permet ensuite un agrandissement à une autre échelle, à l'échelle de 1 que vous voyez derrière vous. Et ensuite, eh bien, vous voyez, on se base... Le premier moulage est donc en miniature, et après vous l'agrandissez? C'est-à-dire qu'au départ, on part sur une silhouette, c'est-à-dire qu'on est en 2 dimensions, et ensuite on trouve le volume à partir de ça. Et le premier volume, j'imagine, est de cette taille-là, avant de s'attaquer tout de suite? Ah oui, vous parlez de la maquette en plastiline, oui. Là. Oui, tout à fait. Alors ensuite, une fois qu'on a trouvé donc la bonne silhouette, on fait un essai comme ça à une échelle, là c'est du 1/6, et on réalise ça en plastiline pour voir l'effet produit. Et c'est cette maquette qu'on va soumettre aux chercheurs qui, eux, ont eu la chance, par exemple, de voir des échouages de mésoplodon et de la valider. À partir du moment où cette maquette est validée, eh bien, on multiplie par le coefficient d'agrandissement, 6 en l'occurrence, pour passer à cette échelle-là. Alors que ce soit effectivement les cétacés à fanon ou les cétacés à dents, c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes et beaucoup de représentations autour de ces animaux. On parle classiquement du gentil dauphin intelligent, c'est vrai qu'on a souvent cette image-là, un petit peu caricaturale de Flipper le dauphin, ou alors de la monstrueuse baleine. Donc baleine qui avale les navires ou les hommes, comme Jonas par exemple ou Pinocchio, ou alors de cette baleine tellement grande qu'on la prend pour une île. Cet animal aussi qui est souvent lié au sacré, au divin. Donc c'est vrai que c'est ces aspects-là qu'on va évoquer dans cet espace à travers plusieurs éléments, notamment un livre interactif, une espèce de grand grimoire magique qui va nous raconter des légendes, qui va s'animer quand on va le toucher, donc il va se passer plein de choses. Et puis dans l'espace qui est juste derrière moi, qui est un espace, on est dans le fond de la mer, dans la cabine d'un capitaine, d'un navire échoué. Et donc le capitaine, enfin son fantôme, va venir nous raconter son naufrage, son rapport avec cette monstrueuse baleine, puisque lui il a été chasseur de baleines à l'époque, à la grande époque de la chasse à la baleine, où c'était encore le corps à corps avec le monstre. Et puis il va nous raconter aussi ce que déjà ses ancêtres racontaient sur cet animal mythique. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un espace un petit peu magique où on va pouvoir se laisser emporter par le récit de ce fantôme. La chasse a été l'une des principales menaces, en tous les cas jusqu'au début, jusqu'à la fin du XXe siècle, notamment la chasse aux gros cétacés, puisque à l'époque tout était utilisable dans la baleine, donc il y avait vraiment un gros commerce autour de cette source de matière première précieuse. Donc on pouvait fabriquer des savons avec de l'huile de baleine, on pouvait fabriquer également des corsets ou des parapluies avec des fanons de baleine. On utilisait les os, les dents, donc voilà, tout était utilisable. Donc c'est vrai que ça a été une menace très importante et il y a un certain nombre d'espèces qui étaient vraiment au bord de l'extinction. Depuis 1986, il y a un moratoire sur cette chasse, donc c'est plus la principale menace, loin de là. Aujourd'hui, il y a d'autres menaces, des menaces environnementales. Il y a beaucoup de différents types de pollution qui affectent ces cétacés, c'est ce qu'on présente dans cet espace. L'idée n'est pas du tout d'avoir un message culpabilisant, mais
de montrer aussi, on ne montre pas que les aspects négatifs, hein, on parle de faits, voilà ce qui se passe aujourd'hui et en quoi ces animaux sont menacés, mais il y a aussi des actions qui peuvent être des actions positives, soit au niveau collectif, soit au niveau individuel. Bon, les sacs plastiques, c'est l'exemple un peu type, mais c'est vrai que ça, c'est de la responsabilité de chacun de faire attention à ce qu'on jette dans la nature. Pour les problèmes de collision, il y a aussi des choses qui sont faites. Il y a des personnes qui sont embarquées sur les bateaux pour surveiller. Il y a des routes de migration, des routes du trafic maritime qui sont déviées quand elles sont dans des zones où il y a une concentration de cétacés trop importante. Donc il y a quand même des choses qui sont faites, hein. L'idée n'est pas d'être complètement fataliste, l'idée c'est foutu, de toute façon, toutes les espèces vont disparaître à terme. C'est de montrer aussi que chacun, à notre niveau, on peut effectivement avoir une action.